Bonjour, chers étudiants. Je m'en vais faire avec vous un nouveau chapitre concernant les comptes de patrimoine. On les appelle aussi des comptes de bilan ou comptes de situation. Et ils sont composés essentiellement des comptes de l'actif et des comptes du passif. Mais on va démarrer avec les comptes du passif parce qu'au premier semestre, on avait fait ce qu'on appelle le bilan. Et on avait dit que le bilan est constitué de l'actif et est constitué du passif. Et à l'actif du bilan, on a les ressources durables, on a les ressources au passif du bilan, autant pour moi, on a les ressources durables, on a ce qu'on appelle aussi les dettes circulantes et ce qu'on appelle la trésorerie passive. Maintenant, il faut savoir que les comptes du passif fonctionnent de manière spécifique. Ils augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc, quand ça augmente, on le met au débit. Quand ça diminue, on le met au crédit. Donc, il y a le débit, il y a aussi le crédit. Il y a aussi ce qu'on appelle les ressources durables. D'abord, on va étudier les ressources durables. Ce sont des ressources à long terme. C'est constitué essentiellement des capitaux propres et des dettes financières. Et pour les capitaux propres, c'est codifié des comptes de 10 à 15, mais ici, essentiellement, on va voir le compte capital. Et les autres comptes, vous allez le voir sur les modules que vous allez faire l'année prochaine, notamment en comptabilité financière 3 et 4, mais ce qu'on appelle aussi la comptabilité des sociétés. Maintenant, le capital, ici, le SUSCO-ADA reconnaît deux comptes pour le capital. Il y a le capital social. Il y a le capital social 103. Il y a le capital social 101, ça c'est pour le cas des entités sociétaires, mais il y a aussi le capital personnel pour le cas des entités individuelles. Et on a dit que le capital, c'est la contrepartie des apports. Tous les apports, le contrepartie, c'est le capital. Maintenant, lorsqu'on associe apport, la contrepartie de ces apports, c'est ce qu'on appelle capital. Et le SUSCO-ADA distingue le capital social pour les entités sociétaires et le capital personnel pour le cas des entités individuelles. Mais ce qu'il faudrait aussi comprendre, et il est important aussi de le retenir à mon avis, il y a ce qu'on appelle les capitaux propres, il y a ce qu'on appelle sur les capitaux propres, le capital personnel et le capital social. Maintenant, il y a un autre compte qu'on appelle le compte 104. Le compte 104, c'est le compte c'est un compte utilisé dans le cadre d'une entité individuelle. Les transactions utilisées par l'entrepreneur, parce que je peux être propriétaire d'une entreprise, d'une entité individuelle. Parfois, je paie des prélèvements pour mes besoins personnels. Parfois aussi, je peux supporter des charges pour la société. Je peux, par exemple, la société est en déficit de trésorerie. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre de l'argent sur moi-même pour payer les charges de la société. Dans ce cas, c'est le compte 104. Ce compte n'est utilisé que dans le cadre d'une entité individuelle et permet de gérer les transactions effectuées par l'entrepreneur. Mais en fin d'année, le SUSCO-ADA recommande, de le solder. Le solder, c'est-à-dire l'éliminer au 31 décembre. C'est-à-dire vous faites le solde du compte 104. Et si vous faites le solde du compte 104, le solde, vous le présentez maintenant, vous le virez dans le compte 103 capital personnel. C'est-à-dire, si le solde est débité, vous créditez le 104 et vous débitez le 103. Maintenant, si le solde est crédité, vous débitez le 104 et vous créditez le 103. D'accord? Maintenant, comme application, par exemple, on peut prendre cette application, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, les apports, c'est le capital. Ce qu'on appelle apport, c'est le capital. Maintenant, en dehors du capital, les autres transactions effectuées par l'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on doit mettre dans le compte 104, qui devra être viré dans le compte 103. Donc, c'est le compte 104, ce n'est pas un compte qu'il faudra faire apparaître au bilan, puisque au 31 décembre, on l'élimine de notre comptabilité. D'accord? On vous dit journaliser les opérations suivantes. Il a créé son entreprise, il effectue les apports suivants, 1 million en espèces, 5 millions en matériel de transport, 750 000 en matériel de bureau, 150 000 en mobilier de bureau, 1 500 000 déposés en CCP, dont 500 000 empruntés à son ami Diop. La première opération. Donc, il a créé son entreprise, il a fait des apports. On fait les apports, c'est flux d'entrée. Donc, on met caisse flux d'entrée, 571. On met matériel de transport aussi flux d'entrée. On met matériel de bureau flux d'entrée, matériel mobilier de bureau aussi flux d'entrée. Et on met 531. Maintenant, il a fait un emprunt. Cet emprunt, vous le mettez au crédit. Maintenant, la différence entre biens moins dettes, si vous faites la somme des biens moins la somme des dettes, c'est ce qui donne le capital. C'est un capital personnel 103. On a utilisé le compte 103 capital personnel parce que ici,
c'est le cas d'une entité individuelle. Donc, il a créé son entreprise et il a effectué des apports. Ces apports, vous le mettez flux d'entrée, mais ici aussi, il y a une dette. Cette dette, vous le mettez flux de sortie. Mais la différence entre bien moins dette forme le capital, l'ensemble des apports nets. D'accord? Maintenant, on vous dit, Ndiaye apporte un bâtiment estimé à 1 million. Et ce qu'on vous devrez vous dire, et il est important de le souligner, les comptes du passif, leur fonctionnement, c'est comme suit. Quand ça augmente, on les crédite. Quand ça diminue, on les débite. Donc, en cas d'augmentation du compte, on le débite. Donc, aussi, en cas de diminution du compte, on le crédite. Donc, c'est le débit et le crédit. D'accord? C'est bon? Maintenant, Ndiaye apporte un bâtiment estimé à 10 millions. Donc, Ndiaye, il a apporté un bâtiment et ce bâtiment est estimé à 10 millions. 10 millions, c'est quoi? 10 millions, il a apporté un bâtiment. Ce bâtiment, il est estimé à 10 millions. Donc, le flux d'entrée, c'est le bâtiment, mais c'est un apport. La contrepartie d'un apport, c'est le capital. Ici, le capital augmente, on le crédite. Si vous voyez bien l'écriture, ici, on a débité le compte 231 bâtiments, on a crédité le compte 103 capital personnel. D'accord? Les apports, c'est le capital. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Chèque bancaire numéro 7 tiré sur le compte personnel de Ndiaye. Donc, ce n'est pas le compte de l'entité, mais c'est le compte de Ndiaye en règlement de 100 000 francs d'achat de marchandises. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte 600 achat de marchandises et on crédite le compte 104 capital, compte de l'exploitant. D'accord? On crédite le compte 104 compte de l'exploitant. Parce que ça, c'est pas le compte bancaire de l'entité, c'est le compte personnel de Ndiaye. Si c'était le compte bancaire de l'entité, on aurait utilisé le compte 521. Mais ici, c'est le compte personnel de Ndiaye. D'accord? Donc, il faut faire la part des choses. On vous a dit prélèvement de 250 000 en espèces pour les besoins personnels de Ndiaye. Ça aussi, c'est le 104. Toutes les transactions effectuées par l'entrepreneur, c'est le 104. Il a prélevé 250 000 pour ses besoins personnels. On va débiter le compte 104 et créditer le compte caisse. Cet argent a été prélevé de la caisse. Mais en fin d'année, on vous dit il faut solder le compte 104. Au 31 décembre, il faut l'éliminer de votre comptabilité. Comment on va faire? Le solde, c'est un solde débiteur de 150 000. Comme que c'est débiteur, on va le créditer 104 et la contrepartie, c'est le compte 103. Donc, en fin d'année, le compte 104 doit être viré dans le compte 103. S'il présente un solde débiteur, on le crédite par le 100 et on débite 103. S'il présente un solde créditeur, on le débite et on crédite le compte 103. Ici, le solde, il est débiteur, c'est pourquoi on l'a crédité pour le solde soldé. Donc, ce qu'il faut faire, la part des choses sur cette partie capitaux propres, l'ensemble des apports, c'est le capital. Et le Cisco-Wada a distingué deux comptes pour le capital. Il y a le capital personnel, il y a aussi ce qu'on appelle le capital social. Le capital personnel, c'est pour les entités individuelles. Et le capital social, c'est pour les entités qui sont sous la forme sociétaire. Mais ce qui est important aussi de retenir sur cette partie, toutes les transactions effectuées par l'entrepreneur dans le cadre d'une entité individuelle doivent être enregistrées dans le compte 104. Maintenant, en fin d'année, le compte 104, son solde doit être viré dans le compte 103 conformément aux dispositions du Cisco-Wada. D'accord? Maintenant, après ça, on va voir ce qu'on appelle les dettes financières. Une dette financière, c'est une dette qui est remboursable à long terme. Et ici, on va avoir essentiellement deux dettes financières. Il y a ce qu'on appelle les dettes sur les contrats location-acquisition et les emprunts. Mais on va s'appesantir plus sur les emprunts. L'emprunt, c'est quoi? C'est une entreprise qui a un besoin de financement. L'entité va voir la banque et la banque lui prête de l'argent. Et lorsque la banque lui prête de l'argent, c'est un emprunt pour nous, c'est une dette. Maintenant qu'on doit rembourser suivant un échéancier prédéfini avec la banque. Mais ce qui est très important de retenir dans ce cas d'espèce aussi, et à mon avis, qui est extrêmement important de le retenir, c'est que dans le cas où vous faites un emprunt, il y aura un remboursement après. Mais qui parle de remboursement, il y a des intérêts. Mais un aspect fondamental aussi sur le plan fiscal, il faut savoir que sur les opérations bancaires, on ne met pas la TVA, on met un autre impôt qu'on appelle la taxe sur les activités financières, le taux est de 17%. On va prendre l'application sur les emprunts. On a dit application, le 3.1, avis de crédit reçu de la SGBS, emprunt de 1,5 million.
Donc, on a reçu un avis de crédit de la part de la SGBS pour un emprunt de 1 500 000. Si on emprunte, la SGBS met l'argent dans notre compte. On débite le compte 521 banque et on crédite le compte 162 emprunt. Ça, c'est la première écriture. Mais le 31, on a remboursé la première échéance, un avis de débit. Un avis de débit de 3 millions, remboursement d'emprunt. Un avis de débit de 3 millions, remboursement d'emprunt, dont 819 000 d'intérêt TTC, TAF 17%. Donc ici, on n'applique pas la TVA, mais on applique la taxe sur les activités financières pour les opérations bancaires. Le taux est de 17%. Donc globalement, on a remboursé combien? Globalement, on a remboursé 3 millions, mais sur ces 3 millions, il y a 819 000 d'intérêt TTC. Comment on va l'enregistrer? On va débiter le compte 671, 446 et 162. Le 671, c'est pour les intérêts, mais pour les intérêts hors taxe. Pourquoi? Parce que la taxe, elle est déductible. Et si la taxe est déductible, on l'enregistre au début du compte 446, état haute taxe sur chiffre d'affaires. D'accord? Haute taxe sur chiffre d'affaires. Donc là, on va mettre 819 000 divisé par 1,17, ça fait 700 000. Et les 119 000 constituent la taxe. C'est pourquoi ici, on a débité le compte 671. Le compte 600, on a débité ici le compte 671 pour 700 000. C'est-à-dire 819 000 divisé par 1,17. On va débiter le code 446 pour la taxe, 17% de 700 000. Et le reste, on a remboursé globalement 3 millions. Donc, le principal, c'est le montant global remboursé moins l'intérêt TTC. On prend 3 millions moins 819 000, il reste 2 181 000. C'est ce qu'on a remboursé durant le mois. Et c'est la même écriture qu'on va passer jusqu'à la fin de l'échéance. D'accord? Maintenant, c'est important de le retenir. Quand vous faites un emprunt, il y aura des intérêts et les intérêts, vous les enregistrez dans le compte 671. Mais il est intéressant aussi de préciser, lorsque la taxe n'est pas déductible, par exemple ici, si la taxe n'est pas déductible, dans le compte 671, on mettra le montant des intérêts, mais TTC. Il est important de le préciser. D'accord? Maintenant, pour les contrats de crédit bail. Un crédit bail est un contrat de location avec une clause de rachat. Une clause de rachat. C'est-à-dire que vous signez un contrat, mais il est possible de location, mais il y a une possibilité de racheter le bien en fin de contrat. Par exemple, je loue un véhicule, mais dans le contrat, il a été inscrit que le preneur, c'est-à-dire le loueur, peut à la fin le locataire peut à la fin du contrat récupérer acheter le bien. Ça, c'est le crédit bail. C'est le leasing, c'est né en 1970 aux États-Unis. Mais aujourd'hui, le contrat de crédit bail, il y a le compte 1773 qu'on a prévu pour ça. Donc, il y a un dépôt de garantie. Ici, par exemple, si on prend l'application, le 1.11, contrat de crédit bail concernant une machine industrielle 12 millions avec un dépôt de garantie de 1 500 000 par chèque bancaire. Ben, c'est normal parce que vous louez votre bien, généralement, on vous demande une garantie. Vous payez la garantie 1 500 000. On le met dans un compte 275 dépôt et cautionnement parce que c'est à long terme. Et on va débiter le compte 241 crédité 173 pour le montant du contrat 12 millions. Maintenant, à chaque fin de période concernée, on va payer la redevance. C'est une redevance hors taxe payée par caisse. On va débiter le compte 62 33 44 54 et créditer le compte 571. D'accord? Donc, c'est une forme de contrat, mais de location, mais qui permet au preneur de racheter le bien à la fin du contrat. Comme je disais, c'est un principe de financement qui est né aux États-Unis en 1970, mais c'est un principe de financement, en fait, qui est aujourd'hui utilisé par beaucoup d'institutions financières dans le monde. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, le dépôt de garantie, comme son nom, c'est une garantie pour que si jamais le bien se détériore, le loueur garde ça. On va le mettre dans le compte du preneur, dans un compte de dette de créance à long terme, 275. Maintenant, après, on va débiter le compte 241, parce que compte tenu d'un principe comptable,
que vous allez voir dans votre cursus qu'on appelle la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, il fallait le mettre dans un compte d'immobilisation, malgré que le bien ne nous appartient pas encore. C'est juste qu'on l'a loué, mais le principe voudrait, comme on l'a loué avec un esprit de racheter peut-être le bien à la fin du contrat, il faut le mettre dans vos immobilisations. Maintenant, à la fin de chaque année ou bien de chaque trimestre, ça dépend des contrats, vous payez des redevances. Et la redevance pour l'an, c'est dans le compte 633. Et si c'est redevance sur les contrats de crédit, il y a la TVA. Donc, ça a été réglé en espèces. Maintenant, il y a les comptes du passif circulant. Le passif circulant regroupe les dettes à court ou moyen terme. D'abord, ici, il y a ce qu'on appelle les avances reçues. Quel est le phénomène des avances reçues? Une avance reçue, c'est quoi? C'est que le client peut consentir à son fournisseur une avance avant l'exécution du contrat. Par exemple, j'ai un client qui vient faire une commande de 3 millions de marchandises hors taxe chez moi, mais avant la livraison, il me paye 590 000. Donc, on va dire que le client m'a consenti une avance. Maintenant, cette avance, comment on va comptabiliser ça, l'avance? Donc, chez monsieur le fournisseur, on est dans le cas d'une avance reçue. Qui reçoit l'avance, c'est le fournisseur. Donc, on va débiter, comme que le client m'a donné de l'argent, on va débiter un compte de trésorerie pour un montant de l'avance TTC. Il faut savoir que s'il me donne un chèque de 1 million même, l'avance, il est considéré TTC. Il faut sortir la TVA. Donc, on débite le compte de trésorerie pour l'avance TTC, on crédite le compte 4191 client avance et à compte dessus pour le montant de l'avance hors taxe. Donc, vous prenez l'avance TTC, vous le divisez par 1,18 et après, vous créditez le compte 443 état TVA facturé pour le montant de la TVA. Donc, c'est comme ça qu'on va enregistrer l'avance. On va enregistrer l'avance d'abord dans le compte de trésorerie. On crédite le compte 4191 pour le montant de l'avance hors taxe et le Code général des impôts recommande de collecter la TVA sur le montant de l'avance. Ça, c'est la première écriture. Maintenant, lorsqu'on va facturer maintenant au client, il faut savoir que le client nous avait déjà octroyé une avance, donc l'avance doit être défalquée sur la facture que l'on doit présenter au client. Et sur cette facture, pour la comptabilisation de la facture, on va débiter le compte 411 pour le net à payer, le compte 4191 client avance et compte dessus pour le montant de l'avance hors taxe, 70 c'est compte de vente et 443 c'est pour la TVA. Net commercial vente, c'est-à-dire c'est le montant global qu'il a commandé. On est bien et on crédite le compte 443 pour la TVA. Pour consolider ça, on va avoir cette application. La Sénécom vous communique les informations suivantes. Chèque bancaire dessus du client FAL à titre d'avance sur commande de marchandises 590 000. Ça, c'est le 13. Le 16, une livraison de marchandises à FAL. Facture V32, marchandises 2 millions hors taxe TVA 18%. Maintenant, pour le 13.1, on a dit chèque bancaire reçu du client FAL à titre d'avance sur commande de marchandises 590 000. Mais on avait dit que l'avance, il est TTC. FAL nous a remis, on a débité le compte 521, c'est 590 000. Maintenant, il faut éclater le montant hors taxe et la TVA. Le compte 4191, vous mettez le montant de l'avance hors taxe 500 000 et le compte 443, vous mettez le montant de la TVA, comme on l'avait dit tout à l'heure. D'accord? Donc, les 590 000 francs, c'est TTC. Vous le divisez par 1,18, vous avez 500 000 hors taxe et vous créditez le compte 443 pour la TVA parce que, comme je disais tout à l'heure, le Code général des impôts nous recommande de faire de collecter la TVA sur les avances. Maintenant, pour terminer l'application, le 16.1, on vous dit livraison de marchandises à facture V32, mais il faut d'abord établir la facture. Mais 2 millions, TVA 18%. Donc, il avait commandé 2 millions, c'est la marchandise brute, c'est le montant brut. Maintenant, on enlève le montant de l'avance. Le client nous avait donné un montant d'avance hors taxe de 500 000. Donc, on fait 2 millions moins 500 000. Il reste combien? 1 million 500. C'est sur ces 1 million 500 qu'on va calculer la TVA. Donc, la TVA, c'est 18% des 1 million 500, ça fait 270 000. Et le net à payer, c'est le net commercial facturé plus la TVA. On a le net à payer. Mais maintenant, comment on va comptabiliser ça? Donc, c'est normal en faisant la facture qu'on puisse défalquer le montant de l'avance. Parce que l'avance ici, le fournisseur l'avait déjà reçu. Donc, en faisant sa facture, il doit enlever le montant de l'avance. Donc, c'est
certes, il a commandé 2 millions, mais sur les 2 millions, il faut enlever les 500 000 hors taxes qu'il avait déjà commandé. On a le net commercial facturé, après on a la TVA, après on a ce qu'on appelle le net à payer. D'accord? Maintenant, comment on va procéder pour la comptabilisation? Pour la comptabilisation, on va débiter, on va à qui? Au client. On débite le compte 411 clients pour 1 770 000, c'est-à-dire le net à payer. On va débiter aussi le compte 4191 pour le montant de l'avance hors taxe qu'on avait crédité lors de l'avance. On va créditer ici 701, c'est une vente de marchandises pour le montant global qu'il avait commandé, les 2 millions, c'est-à-dire le montant brut. Et après, on va créditer le compte 443 pour la TVA. Pour enregistrer cette opération, tous les montants, on doit se reposer sur la facture. N'oubliez pas qu'une opération comptable doit être enregistrée toujours sur la base d'une pièce justificative. Mais ici, en établissant la facture, il est important de voir que le fournisseur défalque déjà le montant défalque ce qu'on appelle le montant de l'avance. Donc, sur les 2 millions, on enlève l'avance, on a le net facturé. Sur le net facturé, après, on calcule la TVA sur ce net facturé. Maintenant, net facturé plus TVA nous donne le net à payer. En enregistrant le code 411, vous mettez le net à payer 1 770 000. Le compte 4191, vous soldez le compte parce que lors de l'avance, vous avez eu à l'électricité ici, vous le débitez parce que l'avance a été défalquée de la facture. Après, vous créditez le compte 701, vente de marchandises pour 2 millions, c'est-à-dire le montant global commandé, et vous créditez le compte 443 pour le montant de la TVA. Maintenant, on va s'arrêter à ça. On va se retrouver sur d'autres vidéos pour continuer le travail. Merci.